Là, c'est bon, il y a le voyant. On est bon. Le super plan de départ de vlog, quoi. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être encore une vidéo sur l'élevage et je suis vraiment très contente. Je tenais à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à la précédente vidéo. Merci pour tous vos petits commentaires, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, ça m'a encore plus motivée à faire cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu plus de l'élevage et notamment de l'insémination. Donc comment ça se passe, tout ça, je vais vous raconter tout ça dans la suite de cette vidéo. Avant toute chose, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allez, on lance la vidéo. On va donc parler de l'insémination, donc comment en fait ça se passe. Alors je vais vous raconter ça un peu dans le style story time de Dunette parce que c'est plus facile pour moi quand même et de toute façon en général, je vous donnerai les tenants et aboutissants au fur et à mesure si jamais voilà, il y a des choses qui peuvent différer un petit peu de la façon dont ça s'est passé. Donc il faut savoir qu'une jument a des cycles de chaleur tous les 21 jours, donc toutes les 3 semaines, et on insémine une fois que la jument a ce qu'on appelle un follicule assez gros. Donc, pour faire simple, le follicule, c'est ce qui va donner derrière donc l'ovule qui pourra être fécondé. Donc Dunette, on a essayé de l'inséminer une première fois, donc je l'ai emmenée au centre d'insémination. Moi, je ne savais pas exactement où elle en était dans son cycle. C'est vrai que c'est assez difficile. Et en plus, en fonction des juments, ça peut différer d'une étant une jument qui, en fait, est en chaleur quasiment toute l'année. Il faut voilà, dire ce qui est. Elle ovule très, très fréquemment. C'est ce qui, d'ailleurs, je pense, nous a valu quelques soucis. Mais bon, là n'est pas le sujet. On est allé au centre d'insémination de façon à lui faire une échographie pour savoir à quel stade elle en était dans son cycle. La vétérinaire procède à l'échographie et voit voilà, s'il y a plusieurs follicules, à quel stade ils en sont, s'ils sont à droite ou à gauche, parce qu'il y a un ovaire droit, un ovaire gauche, et les juments, en général, ovulent alternativement d'un côté et de l'autre. Après, il y a des cas à part, hein, évidemment. La vétérinaire mesure la taille du follicule. En fonction de la taille, elle est prête ou pas à être inséminée. Si le follicule n'est pas assez gros, on attend quelques jours et on refait une échographie pour vérifier. Si le follicule est assez gros, on peut éventuellement inséminer. On peut éventuellement faire ce qu'on appelle un corulon. Donc c'est une injection en fait d'un produit qui va stimuler l'ovulation et donc faire grossir les follicules et du coup permettre de pouvoir inséminer un peu plus tôt que la normale. Donc Dunette était prête à être inséminée quasiment. On a fait quand même un corulon pour être sûr. On fait un corulon, on y retourne le lendemain pour inséminer et donc à ce moment-là, on fait l'insémination. Donc, il y a plusieurs possibilités en termes d'insémination, en termes de semences d'étalons. On peut avoir ce qu'on appelle de la semence fraîche. On peut également aussi avoir de la monte en main. Alors ça, c'est un peu plus rare, entre guillemets, enfin, il y en a moins. La semence fraîche, du coup, forcément, c'est envoyé par les étalonniers de la veille pour le lendemain. Donc, quand la jument est prête, on appelle l'étalonnier qu'on a choisi. On lui demande d'envoyer la semence arrive le lendemain parce que vous imaginez bien que du frais, ça se conserve pas très longtemps et évidemment le but c'est quand même que le spermatozoïde féconde l'ovule et du coup le but c'est de le faire le plus rapidement possible pour maximiser les chances que la jument soit pleine. On a également la possibilité d'avoir de la semence en congelé. Donc là, les étalons sont prélevés et la semence est congelée, donc on n'a pas de deadline. En revanche, une semence congelée va être quand même moins efficace qu'une semence fraîche. Donc pour des juments qui vont être moins fertiles, on va évidemment préférer de la semence fraîche à de la semence congelée. Alors, tous les étalons ne sont pas disponibles dans l'un et l'autre. Donc, il se peut que vous adoriez un étalon qui corresponde magnifiquement bien à votre jument,
mais qu'il soit pas dispo en frais et que vous ayez besoin de frais. Bon, ça, c'est pas de bol, malheureusement. Et après, il y a également le transfert d'embryon. Bon, ça, c'est encore autre chose. On insémine, on fait prélever la jument et après, on remet l'ovule inséminé dans une autre jument. Donc d'une, à la base, on avait pris Ulysse Morinda. Ulysse Morinda n'était disponible qu'en congelée, ce qui n'était pas un souci. Dune est une jument qui est très très fertile. Elle a été inséminée fin avril. On était sur la fin, elle sortait quasiment du sport. Elle était encore un tout petit peu au sport. C'est pas un souci, hein, on peut très bien inséminer une jument qui est encore au sport. Faut savoir une chose, c'est que comme nous, femmes enceintes, une jument qui a été inséminée peut continuer le sport. Alors, dans des moindres mesures, évidemment, hein, tu vas pas aller sauter une 130 avec ta jument qui vient fraîchement d'être inséminée, mais il n'y a pas de risque pour le poulain à continuer à monter sa jument pendant 3, 4 mois, 5 mois. Voilà. Après, on évite d'aller trop au-delà parce que derrière, c'est pas forcément confortable pour elle. Et c'est même conseillé pour certaines juments qui sont encore au sport parce que au niveau des muscles, ça a un bénéfice de garder une tonicité musculaire importante. Voilà, après c'est un choix. Moi je l'avais fait inséminer, je la montais encore. Du coup, la semence en congelé était déjà arrivée au centre de reproduction. Donc je vais vous mettre en même temps des petites images de comment ça se passe l'insémination. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle des paillettes. En fait, quand on dit des paillettes, c'est la semence qui est dans des petites pailles. C'est pour ça qu'on appelle ça des paillettes. Et donc, les talonniers, en fonction des contrats, envoient une ou plusieurs paillettes. Ça dépend des étalonniers également. Je vous parle juste après, du coup, de comment ça se passe un contrat de saillie, un choix d'étalon, le nombre de paillettes, le prix, tout ça. Du coup, l'inséminatrice, là, on n'a pas besoin de la vétérinaire. L'inséminatrice insère les paillettes donc dans le fond de l'utérus de la jument. Alors, grâce à son bras et à alors je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce de longue tige que vous pouvez voir dans la vidéo qui permet voilà, d'injecter les petites paillettes au fond. Une fois que c'est réalisé, la jument rentre chez elle ou reste au centre d'insémination et devra être contrôlée le lendemain ou 2 jours après de façon à savoir si elle a ovulé et si donc il y a besoin ou pas de réinséminer. Pour Dunette, on y est retourné le lendemain. La vétérinaire a refait une échographie. La jument avait ovulé, donc c'était très très bon signe. Et ensuite, donc, il va y avoir une échographie tous les 15 jours jusqu'à 45 jours de façon à vérifier que tout va bien, qu'il y a bien un petit poulain dans le ventre qui se développe correctement, que si jamais la jument a fait une double ovulation, il y a une échographie à 15 jours qu'il faut surtout ne pas louper parce que si elle a été fécondée 2 fois, il peut y avoir des jumeaux. Et quand il y a des jumeaux, bah, en fait, c'est malheureux, mais il faut en écraser un parce que c'est très dangereux et pour le poulain, les poulains d'ailleurs, et pour la jument. Alors, il se peut, parfois dans la nature est bien faite et ça va au bout, les gens ne voient pas forcément qu'il y a des jumeaux et ils naissent et ils sont en bonne santé, mais c'est quand même un très très gros risque, donc on évite de le prendre. Donc il y a une écho à 15 jours, il y a ensuite une écho à 30 jours. Donc là, à 30 jours, tu peux entendre normalement le petit cœur de ton poulain. Et à 45 jours, et après, il n'y a plus d'échographie avant quasiment la mise bas. Sauf problème, évidemment. Donc Dunette, la première fois qu'on l'a inséminée, elle a été confirmée pleine à 15 jours. Donc il y avait bien un petit embryon qui était tout petit, mais qui était bien là. Sauf que malheureusement, quand on a fait l'échographie à 30 jours, elle avait perdu cet embryon. L'étape entre 15 et 30 jours, on appelle ça la nidification. Donc en fait, c'est l'embryon qui vient se fixer dans l'utérus, comme un petit nid, hein, nidification, petit nid. Une fois qu'il est accroché donc à 30 jours, en général, je dis bien en général parce que peut se passer plein de choses, on refait une écho à 45 jours évidemment pour vérifier et normalement après ça, il n'y a pas de souci. Alors, dans l'élevage, il n'y a jamais de règles, hein. Il peut se passer tout et n'importe quoi, mais je parle voilà, sur la plupart des juments. Ça n'a pas fonctionné la première fois, donc du coup, bon, on s'est dit, c'est pas grave. La jument, elle était encore un peu au sport, ça peut arriver.
en soi, il y a pas de souci, on va la réinséminer, on va voir ce qui se passe. C'est très rare que les juments déjà prennent du premier coup. Elle, elle a pris. Franchement, c'était une grande chance. Bon, on réessaye une seconde fois du coup. Donc là, pareil, on a bien un petit embryon à 15 jours. On revient faire l'échographie à 30 jours. Dune a été inséminée au haras de Toray en Lorraine. Pareil, à 30 jours, rien du tout. Voilà, zéro pointé. Là, j'ai commencé un peu à, en fait, être triste. Parce que je me suis dit: «Bah mince, c'est bizarre quand même, à chaque fois il y a un embryon à 15 jours et puis, la nidification ne se fait pas, donc c'est qu'il y a peut-être un souci». Donc là, on en discute avec la vétérinaire et là, elle me conseille, alors éventuellement de changer d'étalon parce qu'il peut y avoir une incompatibilité avec un étalon. Là, il se trouve qu'il y avait un inbreeding, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Ce qu'on appelle un inbreeding, c'est, une consanguinité. Bref, si vous voulez savoir, l'explication, allez voir l'autre vidéo. Et donc la deuxième chose, c'était aussi de la mettre sous Régumate. Donc le Régumate, c'est un progestatif, ce sont des hormones et ça permet en fait de stopper l'ovulation. Donc c'est quelque chose qui est utilisé sur les juments de sport quand elles ont des chaleurs qui sont très douloureuses. Du coup, ça stoppe leur cycle et ça leur permet de réduire totalement les douleurs, mais c'est également beaucoup utilisé dans l'élevage et aussi, par exemple, quand on a des mères porteuses, c'est utilisé pour essayer de mettre, en phase, justement la jument qui va donner l'ovule et la mère porteuse, de façon à ce qu'on puisse faire un transfert d'embryon et qu'elles ovulent au même moment. Je fais le choix de changer d'étalon. J'ai pris aussi un étalon qui était disponible en frais. Jusque-là, on avait inséminé en congelé. C'était pas un problème, de ça, en fait, parce que, elle avait très bien pris les 2 premières fois en congelé. Donc parce qu'il y a des juments qui ne prennent pas, en congelé. C'est une question de fertilité souvent et je décide de commander du coup du Régumate pour la mettre sur Régumate derrière. On réinsémine une troisième fois. Il y a des juments qui sont, inséminés 5-6 fois avant de prendre, hein. Donc j'avais encore un peu de marge, mais là, on arrivait quand même, sur la fin de la saison. Si ça avait pas pris là, et ça reportait à l'année prochaine. J'arrêtais là les inséminations parce qu'après, quand le poulain, il naît tard, c'est pas idéal. On appelle ça un poulain tardif, donc forcément quand il y a des concours d'élevage, vous voyez bien qu'il y a des poulains qui sont nés au mois de mars et un poulain qui est né, au mois de juillet-août, il y a quand même, un gros écart. Donc c'est pas top, top, top. À 15 jours, elle est pleine à nouveau et donc à 15 jours, il fallait donner le Régumate. Donc c'était le moment, voilà, où il fallait stopper l'ovulation, donc on donne le Régumate et là, roulement de tambour, elle est pleine à 30 jours. Donc ça a fonctionné, trop contente, enfin franchement, incroyable. Donc voilà, je suis trop contente et là donc, dans je pense, 1 semaine, hein, c'est, l'écho des 45 jours donc, là, on croise les doigts pour qu'elle soit toujours pleine à 45 jours, sachant qu'elle est toujours sous Régumate. La véto m'a conseillé de lui donner pendant 3 mois. Il y a des juments qui en prennent même pendant 6 mois, il y en a qui en prennent pendant moins longtemps, mais c'est surtout que je fais en fonction des conseils de la vétérinaire puisque c'est elle qui s'y connaît en reproduction, donc je m'y réfère totalement. Donc après, la jument ira au pré. Là, actuellement, elle est en paddock la journée et au box la nuit. Avant de vous parler des contrats de saillie, il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé, c'est quand les juments, parce que quand tu as inséminé, parfois les juments ont du mal à redémarrer un cycle si elles ont perdu en fait l'embryon. Il reste ce qu'on appelle le corps jaune. Dans ces cas-là, si jamais c'est le cas, s'il y a un corps jaune persistant, on fait ce qu'on appelle une prosta. Donc pareil, c'est quelque chose qui va permettre de nettoyer totalement l'utérus et du coup d'éliminer ce corps jaune qui est gênant pour relancer un cycle. On va parler des contrats de saillie, des catalogues d'étalons, de l'achat des paillettes. Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des centaines, voire des milliers, voire même plus que des milliers d'étalons
dans des catalogues différents. Alors moi, j'aime pas trop dire catalogue, ça fait un peu genre, tu choisis ton canapé quoi, mais bon, et ça s'appelle comme ça, donc je suis désolée. Tous les termes utilisés, ce sont les termes professionnels. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Donc en catalogue des talons, tu as, le groupe France Élevage, donc le GFE, il y a France Étalon, il y en a mais plein, plein, plein. Donc et du coup, tu choisis ton étalon, en fonction, bah, des critères que toi tu as envie, mais surtout, aussi pour essayer de combler, des choses chez ta jument ou d'ancrer, ses points forts. Moi, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo comment j'avais choisi, les talons que j'ai choisis pour Dune qui est à Pardy. Il y a tous les descriptifs dans les catalogues. Si tu as le moindre doute, par rapport à l'étalon que tu veux mettre sur ta jument, bah, évidemment, tu peux discuter avec un étalonnier. Et donc, une fois que tu as choisi ton étalon, donc bah, forcément, tu signes ce qu'on appelle un contrat de saillie. Donc, ça t'engage si ton poulain naît à le déclarer dans les 48 heures. Alors, personne ne le fait dans les 48 heures. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est ne déclarez pas votre poulain dans les 48 heures, les gars, parce que c'est dans la première semaine où il peut se passer le plus de choses. Et le truc, c'est qu'une fois que tu déclares ton poulain, tu dois payer ce qu'on appelle le solde de saillie. Et en général, c'est un bon petit billet. Donc, bon, si jamais il se passe quoi que ce soit, déjà, tu perds ton poulain et en plus, tu as le solde de saillie à payer. Bon, c'est pas très très cool. Donc, bref. En général, la première partie du contrat que tu payes, ça s'appelle la réservation, ainsi que les frais techniques et les frais d'envoi. Donc ça comprend en gros les paillettes, l'envoi des paillettes, le prélèvement des paillettes. Les paillettes congelées sont envoyées dans des cuves d'azote liquide par des transporteurs spécialisés. Et donc cette première partie étant la plupart du temps la plus petite somme à verser, le plus gros solde est solde poulain vivant, ou alors il y a certains étalonniers qui vous font payer le solde de saillie au 1er octobre si la jument est pleine. Alors c'est sûr, ça fait avancer plus de frais. Si elle coule après coup, tu as le droit de reporter ta saillie l'année d'après. Heureusement, parce que sinon, en fait, on perdrait encore plus d'argent. Déjà que voilà. Donc voilà à peu près en gros pour les contrats de saillie. Pareil, une saillie, ça se déclare. Donc une fois qu'elle a été faite, elle est déclarée à l'IFCE. C'est ce qu'on appelle la carte de saillie. Saillie, par contre, elle est déclarée par l'étalonnier, le centre de reproduction. Je voulais vous parler alors de deux dernières choses. Alors déjà, une première chose dont j'avais déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, c'est qu'il faut savoir une chose très importante. La mère, donc la jument, transmet entre 60 et 80% de son patrimoine génétique, les amis. Donc, tu pourras mettre le meilleur étalon du monde. Si ta jument, en fait, n'a pas des capacités hors normes, bah, il ne faut pas s'attendre, alors sauf miracle, à avoir un cheval de 130. Alors ça peut arriver, hein. Il y a des exceptions, comme on dit, et je le répète, il n'y a pas de règle dans l'élevage. C'est important, quand on veut produire des chevaux avec vraiment de la qualité, d'avoir des très bonnes mères. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle très souvent de lignée maternelle et de première mère, deuxième mère, troisième mère, quatrième mère, parce que en fait, ça compte beaucoup plus que la lignée paternelle, même si la lignée paternelle, évidemment, rentre aussi un petit peu en ligne de compte. Mais si tu as une jument qui a une première mère, une deuxième mère, une troisième mère et même une quatrième mère qui ont produit des très bons chevaux. Et ça, tu peux le retrouver sur le site Horstelex. Voilà, en fouillant un peu, c'est très simple d'utilisation. En tapant le nom d'un cheval, tu vas pouvoir avoir tous les détails sur sa descendance et les produits, les résultats, tout ça. Si la première mère, la deuxième mère, la troisième mère, la quatrième mère, même juste première, deuxième, ont produit des très bons chevaux, et ben forcément, tu sais, ou du moins, il y a de fortes chances que ta jument produise aussi des bons chevaux. Dernière petite chose, on va parler un petit peu de génétique. Alors, je connais pas tout, mais je peux vous donner déjà, au moins les grandes lignes. Il y a des chevaux, qui sont ce qu'on appelle homozygotes sur certains gènes, des chevaux qui sont hétérozygotes sur certains gènes. Un cheval qui est homozygote va forcément transmettre, alors je prends un exemple très simple, un cheval qui est homozygote
sur le Pi est un cheval qui va forcément transmettre un allèle Pi. Et donc, si tu as en face, par exemple, Dune qui est hétérozygote sur le Pi, puisqu'elle a une mère Pi et un père qui est Bai, Ulysse Morinda qui est hétérozygote également sur le Pi, puisqu'il a un père Pi et une mère, je ne sais pas quelle couleur. Il y a 2 allèles, un Pi, un Papi. Donc soit ça fait Pipi, pardon pour rire, soit ça fait Pi-Papi. Donc Pi et Papi, et ben, le Pi est dominant, ce qui fait que bah, forcément il va s'exprimer. Alors ça peut faire aussi Papi et Pi, donc ce qui fait que du coup, bah, pareil, ça va être, j'espère que j'explique bien, ça va être un cheval Pi, un poulain Pi, et ça peut faire double Pi. Donc là, le poulain sera homozygote et du coup, il sera forcément Pi et donnera forcément un allèle Pi à ses descendants. J'espère que vous avez bien suivi parce que je ne vais pas la refaire. C'est pareil pour les gènes des autres couleurs. Alors, il y a des gènes qui sont dominants et il y a des gènes qui sont récessifs. Je crois que le gris est dominant sur tous les autres gènes. Donc, ton cheval, s'il a un père gris et une mère alezane, par exemple, et qu'il a un allèle gris et un allèle alezan ou un allèle bai, le gris va forcément l'emporter sur l'autre allèle. Je crois qu'il faut que je vérifie. Le gène gris existe sous 2 formes, c'est-à-dire qu'il existe sous forme dominante et il existe sous forme récessive. Donc, n'écoutez pas ce que j'ai dit avant. Mais en gros, forcément, quand il est transmis sous forme récessive, il ne va pas s'exprimer, alors que s'il est dominant, et ben, forcément, il va s'exprimer. Et je crois que c'est le cas pour tous les allèles, ben, que ce soit du bai, du noir. En fait, ils peuvent être sous forme dominante ou sous forme récessive. Sauf certains allèles comme, bah, par exemple, le Pi Tobiano. Il y a 2 Pi, il faut savoir, Pi Tobiano, donc comme Dune. Donc le Pi Tobiano, c'est une base blanche avec des taches de couleur, et il y a le Pi Overo comme Nakupenda. Et là, le Pi Overo, c'est une base foncée avec des taches blanches. Et il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas croiser de Pi Overo. Sinon, le poulain sera automatiquement mort-né. Alors, on a encore d'autres gènes aussi qui vont des gènes de dilution des robes, comme le crème par exemple, le gène DW20 qui, s'il est présent, va fournir beaucoup de blanc, comme les talons Kilimanjaro Semi. Enfin voilà, après, je suis pas une spécialiste, j'ai lu pas mal de trucs sur les gènes. Maintenant, je suis pas une pro ni une spécialiste, donc si j'ai fait des erreurs, désolée, ne m'attaquez pas dans les commentaires. Après, voilà, n'hésitez pas à corriger si jamais j'ai fait des boulettes. Et on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère surtout qu'elle vous aura plu autant que la première. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire, les amis. Likez et partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!